Bah écoutez, votre émission s'appelle Les 4 vérités. Donc je vais pas y aller par 4 chemins, puis je vais dire la vérité. Je pense que je suis assez réputée pour ça maintenant. Je suis en colère, je suis écœurée, j'en ai marre. Je suis fatiguée parce que ça fait quand même 6 semaines qu'on y est. Et je suis désolée du spectacle qu'on donne aux Françaises et aux Français, et en particulier à celles et ceux qui nous ont élus. Donc je pense qu'il faut dire maintenant les choses. Bon, je crois que là c'est clair, Tondelier en a marre. La chef des écolos commente les tractations du nouveau Front populaire pour se mettre d'accord sur un candidat au poste de Premier ministre, après le refus du PS pour Huguette Bello, puis le refus de LFI pour Toubiana. La situation semble assez bloquée. Le Front populaire qui nous assurait être capable de gouverner se trouve aujourd'hui incapable de désigner un candidat pour Matignon. En attendant, Macron se frotte les mains et prépare l'alliance qui le maintiendra peut-être aux rênes du pays. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique et indépendante. On est le 17 juillet et on va parler aujourd'hui des tractations du NFP, du gouvernement démissionnaire mais toujours en poste de Macron et de la situation en Palestine. Le nouveau Front populaire est toujours divisé sur la question centrale de la compromission. Doivent-ils ou non s'allier avec Macron pour accéder au gouvernement, quitte à brader leur programme? Bon, les insoumis sont clairs, hein. Pas de compromission. Le parti mise sur les prochaines élections pour remporter les présidentielles, puis les législatives, et être capable d'appliquer tout son programme. Le parti, faut le rappeler, hein, il s'est fondé sur la critique du PS, puis de Macron à partir de 2017. Alors se compromettre, pour eux, ça serait une erreur fatale, hein, d'autant qu'ils sont les favoris à gauche pour les présidentielles. D'où le fait qu'ils proposent des candidats comme Huguette Bello, hein, une insoumise qui ne lâchera pas le programme ni la ligne. Côté PS, c'est différent. Beaucoup des députés socialistes sont favorables à une compromission avec Macron. Les Hollande et compagnie, là, ne sont pas vraiment attachés au programme du NFP et veulent seulement profiter de leur position à l'Assemblée pour négocier avec Macron la seule alliance capable de gouverner le pays qui va du PS aux Républicains. Une cohabitation qui serait le premier pas vers la reconstruction du PS au centre-gauche. D'où le fait qu'il propose Toubiana, hein, une hollandiste qui a signé une tribune pour appeler la gauche à se compromettre avec Macron. Ce que résume d'ailleurs très bien Céline Hervieux, la porte-parole du PS. Je vais vous dire, je pense que là, le profil sur c'est lequel vrai ou c'est pas vrai? Je sais pas pour cette tribune dans le monde, il faudra que je regarde de plus près. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas inintéressant d'avoir quelqu'un qui va être en mesure de parler aussi en dehors du nouveau Front populaire, parce que n'oublions pas quand même que celui qui nomme le ou la première ministre, c'est Emmanuel Macron. Donc quand on entend que c'est une candidate Macron compatible, j'ai envie de dire c'est peut-être pas complètement un défaut si on veut qu'elle soit nommée par Emmanuel Macron. Voilà, donc on se retrouve avec le PS qui veut gouverner avec les macronistes et LFI qui veut rester dans l'opposition et attendre les prochaines élections. Et ces deux positions sont assez irréconciliables, hein, d'où le fait que l'Alliance préfère se ridiculiser à ne pas trouver d'accord plutôt que de trancher sur la stratégie à adopter. Après les législatives, Attal a envoyé sa démission à Macron qui l'a refusée, hein. Les ministres restaient alors ministres et beaucoup d'entre eux cumulaient avec le poste de député. Eh bien, hier, Macron a accepté la démission du gouvernement, mais avec une nuance, il leur a demandé de continuer à gérer les affaires courantes. Bon alors, théoriquement, ça signifie que le gouvernement peut juste appliquer des lois déjà promulguées, hein. Il peut pas créer de nouveaux droits et devoirs, et son action est contrôlée par le Conseil d'État. Mais le concept reste assez flou et n'empêche pas les ministres de faire des décrets. Et s'il y a une urgence, comme les JO, leurs actions ne sont plus du tout limitées. Donc concrètement, les ministres restent ministres avec des pouvoirs de ministre et continuent d'ailleurs de faire des décrets. Pour la petite anecdote, l'Assemblée ne peut pas renverser un gouvernement démissionnaire, hein, vu qu'il est démissionnaire. Et seul Macron a le pouvoir de désigner le gouvernement qui le remplacera. Cela signifie que la situation peut durer encore et encore. Et d'après Macron, on en a pour plusieurs semaines. Ah, surtout vu comment tournent les négociations du nouveau Front populaire, hein. En coulisses, Attal veut retourner à l'Assemblée nationale au plus vite. Le nouveau président du groupe macroniste à l'Assemblée veut emmener avec lui tous les déçus du chef de l'État, nombreux depuis la dissolution, hein. Il ambitionne de construire l'après-Macron. Attal complote en ce moment pour former une majorité large comme l'a indiqué le président, hein, qui va du PS aux Républicains, seule alliance possible dans l'Assemblée. Une alliance qui placerait au centre la Macronie et des figures plus consensuelles comme Gabriel Attal. Enfin bref, les tractations continuent et plus ça va,
plus on se doute que le dénouement va donner une impression de déjà vu. Et toi, tu penses que ça va finir comment cette affaire? Bah, hésite pas à nous dire en commentaire. Allez, on passe à 2 petites actualités. L'entreprise Caddy, bien connue pour faire des caddies, a été placée en liquidation judiciaire hier. Après 4 plans de redressement, l'entreprise qui employait encore 110 personnes a donc mis la clé sous la porte. Ni l'État, ni la région Alsace se sont alliés pour soutenir l'entreprise ou la nationaliser, alors que le marché du caddie est encore là. Dans le Poitou maintenant, il y a un grand événement anti-bassines organisé par des collectifs écologistes. Il y a un village temporaire qui a été monté avec de nombreux stands et conférences. Une petite dizaine de milliers de participants sont attendus et face à eux, 3000 policiers avec le soutien des syndicats agricoles corporatistes qui appellent à bloquer les militants. Darmanin, présent à côté dans la ville de Niort, prévient qu'il y a un grand risque de violence comme à Sainte-Soline. Super. On change de région puisqu'on va du côté de la Palestine. Là-bas, les otages sont encore captifs dans des tunnels et résidences privées à Gaza et sont utilisés comme pions dans les jeux politiques de Netanyahou et sa coalition. Une enquête récente du journal Haaretz dévoile qu'il y aurait eu beaucoup plus d'otages le 7 octobre, mais que beaucoup d'otages potentiels ont été tués préventivement par l'armée israélienne elle-même. Et cette histoire porte un petit nom, puisque c'est ce qui s'appelle le plan d'opération Hannibal, qui a pour but de déjouer un enlèvement, même au détriment de la vie des personnes kidnappées. Il concerne normalement surtout les militaires, mais des civils auraient aussi été concernés. Haaretz rapporte par exemple des tirs de chars sur une maison de kibbutz avec 13 otages à l'intérieur. Même s'ils n'étaient pas visés directement, ils ont été probablement tués. Selon Haaretz et les documents et les témoignages de soldats qu'ils ont recueillis, une partie du bilan humain de l'attaque du 7 octobre est à imputer directement aux ordres reçus par les soldats israéliens de leurs supérieurs. Les otages sont la question épineuse au centre des discussions en Israël. Et pour marquer le 9e mois de guerre dans la bande de Gaza, des dizaines de milliers d'Israéliens sont descendus dimanche 7 juillet dans la rue pour exiger un accord sur la libération des otages du Hamas et des élections anticipées. Bon, cela dit, les négociations sur leur libération et sur le plan du cessez-le-feu sont ralenties depuis la récente tentative d'assassinat d'un haut responsable du Hamas, Mohamed Deif, par l'armée israélienne. Le Hamas n'a pas gelé les discussions, mais le processus est au ralenti et il n'y a pas de nouvelles réunions avec les médiateurs qatariens, égyptiens ou états-uniens. Pourtant, la question de l'après-guerre est partout dans la presse, surtout sur qui va diriger Gaza après. Un cessez-le-feu et le retrait des troupes israéliennes ne résolvent pas la question de l'administration civile de Gaza, ce qui inquiète les humanitaires. Il faut savoir qu'il n'y a aucune entité pour gérer le retour des déplacés, la reconstruction des maisons, les services essentiels comme l'eau, l'électricité, les cliniques, le transfert des fonds dans les banques restantes de Gaza ou la préservation de la sécurité pour lutter contre les organisations criminelles. Voilà quelques exemples. Alors il y a 2 options envisagées, mais chacune pose des problèmes. C'est soit une administration militaire israélienne, empêchant un cessez-le-feu avec retrait des troupes israéliennes, soit un retour des fonctionnaires du Hamas, et donc du contrôle du Hamas sur Gaza, ce que Netanyahou et sa coalition refusent catégoriquement. Au point où, en juin, le ministre Bezalel Smotrich a déclaré que la mission de sa vie est de contrecarrer la création d'un État palestinien et d'annexer la Cisjordanie à Israël. L'ONU considère cette colonisation illégale et estime que ça compromettrait un cessez-le-feu permanent. En attendant, l'armée israélienne continue d'occuper à peu près 26% de la bande de Gaza, surtout dans le nord de l'enclave, ces zones qui ont été désertées des habitants de Gaza qui ont fui sous les bombardements ou qui ont été chassés par la construction du no man's land israélien. Et dans ces zones aujourd'hui, l'armée israélienne y construit des bases militaires, des infrastructures, respalte les routes, le tout sous les tirs du Hamas. Et cette activité facilite aussi la réimplantation de colonies évacuées en 2005, créant les conditions pour une présence militaire israélienne à long terme à Gaza. C'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire et merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos quotidiennes. Alors voilà, merci du soutien et pensez à vous abonner pour ne rien louper des futurs épisodes. Moi je vous dis à demain, même heure pour votre prochaine actu réfractaire. Ciao!